continuer avec cette dernière séance de ce congrès. Et donc, c'est M. Zohel Soufi qui va nous parler de la pandémie Covid. Et il va nous faire part des leçons à tirer de cette pandémie. À vous la parole. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. C'est toujours pour traiter du Covid. L'année dernière, c'était pour parler dans une situation qui était moins plus embarrassante. On portait les masques, il y avait de la distanciation, il fallait être PCR. Cette fois-ci, c'est le moment où vous devrez faire le bilan, savoir ce que vous avez fait, et puis un peu critiquer tout ce qui a été fait, savoir qu'est-ce qui a été fait de bon et qui n'a pas été fait de bon. Donc en fait, cette pandémie à Covid-19, c'est la pandémie qui a réussi à faire plus de morts, comparé par rapport à la première épidémie, la pandémie de la grippe espagnole qui était sévie en 1918 et qui a pratiquement touché le tiers de la population mondiale et est responsable de 500 millions de décès. Cette pandémie est actuellement, elle a touché 500 millions de personnes dans le monde et est responsable de 6 millions de décès actuellement. Donc cette épidémie est survenue au moment où le monde est interconnecté, où il y avait une mondialisation accrue, il y avait beaucoup de transport et qui a facilité la transmission de cette maladie. Donc les conséquences étaient énormes, étaient à la fois sanitaires et économiques. Et toute solution proposée doit être appliquée et mettre à disposition de tout le monde. C'est le cas des vaccins, par exemple. Alors cette pandémie a été une menace importante pour la santé des individus, des systèmes de santé, elle avait un impact considérable sur la société, l'économie et l'environnement. C'était une crise sanitaire sans précédent, à la fois, sur tous les plans et à tous les niveaux. Maintenant, on arrive pratiquement à percevoir le bout du tunnel et on commence à se poser des questions et faire le bilan de ce qui a été fait, faire notre autocritique pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il va falloir changer pour les prochaines épidémies qui sont inévitables. Alors, pour commencer, pourquoi faut-il se poser des questions et évaluer ce qu'on avait fait? Je reprends les cas des pays comme le Libéria en Afrique, les pays du sud-est asiatique et l'Arabie Saoudite qui ont connu les épidémies qu'on a comme. Ces pays asiatiques et africains ont profité des épidémies qu'ils ont connues pour pouvoir mettre en place des systèmes de santé pour atténuer la gravité de la maladie et qu'ils ont mieux géré la situation de pandémie chez eux que dans les autres pays. En Occident, la pandémie a été grave parce que c'était un effet de surprise. On ne connaissait pas le virus et puis on s'apparentait toujours, on disait que c'est quelque chose qui ressemblait à la grippe. En fait, c'était autre chose et les conséquences étaient différentes. Alors, pour commencer, on va commencer par le volet épidémiologique. Alors, qu'est-ce qu'on avait appris avec la Covid? On avait appris que les cas asymptomatiques pouvaient transmettre la maladie, ce qui a fait qu'il y a eu des difficultés d'identification, de prévention de la maladie pour prévenir la transmission. On avait également appris que des événements de superpropagation qui sont responsables de la transmission de la maladie. On avait appris que des conditions favorables, c'était l'exposition dans des espaces fermés, mal aérés et des contacts étroits, non protégés, qui est responsable de la transmission. Et qu'on avait reconnu tardivement, l'OMS également, de le rôle important qui est joué par la transmission aéroportée du virus. À l'instar du VIH et SARS-CoV, cette pandémie avait touché les minorités raciales, les personnes porteuses de comorbidité, les sujets âgés, et qui a fait que ces patients n'ont pas été protégés au cours de la première vague. Et c'est qu'au niveau de la prochaine vague, on avait mis l'accent sur ça, puis on avait privilégié d'isoler ces patients-là et de leur donner une priorité pour la vaccination. Alors, on avait appris qu'il y avait une importance des mesures qui sont pour pouvoir. On savait qu'au début, on n'avait pas de vaccin, on n'avait pas de traitement efficace, donc il fallait à tout prix arrêter le fardeau de cette pandémie sur la société. Alors, on avait fait des tests à grande échelle, on a mis la quarantaine, on a encouragé la distanciation sociale, le port de masques et la recherche de contact. On avait également appris que les confinements prolongés des pays n'avaient pas endigué la transmission de la maladie et les effets de la maladie. Donc, ça ne sert à rien de confiner toute la population, mais ça va faire que cette pandémie va être relayée par la suite. Et c'est ce qu'avaient connu les États-Unis d'Amérique
et que des pays qui avaient au début fermé leurs frontières, et au moment du déconfinement, on a vu apparaître de nouveau la maladie. Donc une stratégie ciblant les groupes est meilleure qu'une stratégie ciblant une population. On avait appris également que l'urbanisation et la déforestation avaient été responsables de l'apparition de virus comme celui-ci, qui a mis l'homme face au monde sauvage pour pouvoir avoir des nouvelles souches qui sont apparues, qui prennent une partie du génome des animaux. Alors, pour résumer cette partie-là, quelles sont les leçons qu'on avait tirées? On avait compris qu'il y avait l'importance de la transmission par aérosol, par les particules virales. On avait appris qu'il y avait un fardeau important de la mortalité relatif à l'âge et aux comorbidités, de l'importance des mesures préventives non pharmacologiques qui permettent, dans l'attente de la mise en place de solutions telles que la vaccination ou des médicaments qui sont efficaces. Et qu'une stratégie ciblant les groupes était meilleure qu'une stratégie ciblant un confinement à large échelle. Alors maintenant, on avait constaté qu'il y avait une hétérogénéité de la pandémie autour du monde. Et certains pays qui ont eu une meilleure gestion de la pandémie, d'autres non. On avait remarqué que des pays comme l'Afrique n'avaient pas beaucoup de cas, on n'avait pas enregistré beaucoup de cas. On s'attendait qu'il y avait avoir une large pandémie au niveau du continent africain, sauf que c'est plutôt les continents de l'Occident qui a eu le plus de cas. Peut-être parce qu'ils avaient une capacité de test plus importante ou il y avait une population plus vieille. Alors, on avait également remarqué qu'il y avait une incidence élevée dans les pays émergents. Le Brésil, l'Inde c'est en deuxième position après les États-Unis, le Brésil en troisième position dans la morbide mortalité dans le monde. Parce que c'est des pays qui ont une circulation importante, facile du virus, c'est des pays qui font une augmentation de croissance démographique et une mauvaise gouvernance, comme le cas du Brésil. Alors, quels sont les éléments qui vont permettre de se préparer à la prochaine crise sanitaire? C'est ce qu'on avait compris, c'est d'augmenter la capacité des hôpitaux. C'est ce qu'a fait la Chine en bâtissant de nouveaux hôpitaux qui étaient réservés à ça. De réaffecter les établissements sanitaires, de recruter et réaffecter les personnels de la santé, des mesures visant à préserver les fonctions et les ressources du système de santé et d'appliquer les soins primaires, chose qui n'a pas été faite dans la majorité des pays. La Tunisie également, au début, tous les cabinets, les pratiques et les structures sanitaires de première ligne ont été fermés, ils n'ont pas pris en charge les malades, donc il y avait un afflux important dans les structures publiques sanitaires. Alors pour ce volet-là, les leçons sont savoir utiliser les données de la santé et pratiquer un dépistage massif, avoir une organisation de soins qui ne repose pas essentiellement sur les hôpitaux, et maîtriser son stock d'équipements de protection de base pour pouvoir permettre aux soignants de soigner. Maintenant, sur le plan approche clinique et diagnostique. Il faut savoir que j'ai déjà dit que l'âge et le sexe, les comorbidités avaient un impact important sur la gravité de la maladie. Les enfants, en général, n'ont pas de forme bénigne en dehors de la maladie de Kawasaki que certains ont eu. Le pronostic vital est conditionné essentiellement par l'atteinte respiratoire qui est due à la tempête cytokinique qui ne ressemble pas au SDRA que nous connaissons déjà. Que les complications inflammatoires vasculaires thromboemboliques sont fréquentes dans les infections sévères et que les surinfections bactériennes fongiques ne sont pas fréquentes. Elles sont l'apanage des patients qui sont hospitalisés dans les unités de soins intensifs, intubés, ventilés. Les conduites diagnostiques et thérapeutiques ont été sujettes à plusieurs révisions. Au début, on avait pensé à reprendre des anciennes molécules, faire un repositionnement. Il y avait pas mal de travaux concernant l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, etc. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas eu on n'a pas pu trancher pour ces molécules. Il y avait une grosse polémique par rapport à ces médicaments. Et faute de preuves, parce qu'avec l'évidence Bayes et Benzine, on n'avait pas pu faire passer ce genre de molécules. Les tests diagnostiques ont été au centre de la pandémie. Le test PCRL restait le gold standard. On avait appris que les biomarqueurs avaient un rôle à jouer seulement dans la progression de la maladie et la survenue de complications telles que le taux de lymphocytes, la CRP et les LDH. La chirurgie, les réponses anticorps peuvent être de courte durée, en particulier dans les infections bénignes et asymptomatiques. L'IgM et l'IgG apparaissent parfois en même temps et c'est difficile de dire que c'est une infection récente ou une infection comme les autres infections virales. Sur le plan thérapeutique,
On avait une littérature abondante, plus de 90 000 articles publiés. Beaucoup d'articles ont été... Ce qui est bien, c'est que tous les articles ont été avec un accès libre. La plupart des articles ont été publiés dans des serveurs. Il y avait, la majorité des études étaient des études prospectives, observationnelles, mais qui n'avaient manqué de rigueur. Les grandes revues telles que l'on sait ont refusé de faire passer des articles qui n'avaient pas la rigueur scientifique qui était voulue. Donc du coup, ils ne pouvaient pas prouver que des médicaments tels que l'hydroxychloroquine ou autres pourraient être efficaces. En dehors de la dexamethasone, aucun autre médicament curatif n'a prouvé son efficacité dans le traitement des patients atteints de Covid-19 grave et critique. La seule chose qui avait pu sauver la donne, c'est la vaccination. Ça s'est révélé être efficace, mais sauf que l'immunité vaccinale, elle est limitée dans le temps et il fallait toujours revacciner à chaque fois. Il faut savoir que la séquence génétique du SARS-CoV a été publiée tôt. Elle était transférée à tous les centres de recherche. On avait pu avoir la séquence pour pouvoir développer les tests de dépistage le 11 janvier 2020 et permettre aux équipes de vaccination de refaire des études de recherche et développement. Ces études étaient sans précédent. Ils ont permis il y avait 150 cas de recherche de vaccins en phase clinique et 197 phases précliniques. Cette fois-ci, on avait pu introduire une gamme variée de plateformes de vaccination qu'on avait déjà, telles que les technologies des vaccins à arrêt, qui étaient récentes. Il y avait des freins quand même, il y avait le fait qu'il y avait une désinformation. Les réseaux sociaux ont fait qu'il y avait une crainte par rapport à la vaccination. Il y avait une disponibilité limitée. Les pays à faible ressources n'ont pas pu bénéficier de la vaccination. C'est le cas de l'Inde qui a connu une grosse pandémie et qu'à ce moment-là, il y avait moins de 2% de la population qui étaient vaccinées. Alors, quelles sont les leçons à tirer dans ce sens? C'est qu'il y a une importance de la rigueur scientifique dans la conception et la conduction d'essais cliniques. Il faut que les travaux qui doivent être de bonne rigueur pour être acceptés. Il faudra que dans les pays faibles à ressources, ou bien à ressources moyennes, il faudra encourager la recherche. Il faudra que ces pays-là puissent acquérir des compétences pour produire localement des vaccins et qu'ils savent également mener localement des essais cliniques pour tester des médicaments qui sont supposés être efficaces et abordables pour ces pays-là. Alors l'intelligence artificielle et Covid a joué un rôle important. Je vous cite également qu'elle a permis de dresser rapidement le génome viral et de le partager avec tout le monde, de concevoir des vaccins anti-Covid, d'identifier des cibles thérapeutiques nouvelles, de diagnostiquer la maladie, de tracer le contact. On se rappelle bien le fait de pister des patients avec le GPS, etc. De prédire de nouveaux foyers en fonction des données numériques. Il y avait big data, il y avait beaucoup d'informations qu'il fallait savoir gérer pour en tirer des conclusions. Et vous vous rappelez bien sûr ce site que tout le monde a consulté, de l'Université Johns Hopkins, qui met tout le temps des données actuelles de mortalité, de morbidité qui sont déjà affichées. Alors, quelles sont les leçons à retenir dans ce sens? L'intelligence artificielle ne remplacera pas peut-être les virologues, les épidémiologistes et les cliniciens, mais elle jouera un rôle important en complémentaire, en réduisant la charge de travail par rapport à ces acteurs. Enfin, pour parler de la téléconsultation de Covid, elle joue un rôle important des pays qui ont pu gérer la dernière phase de cette épidémie grâce à la télémédecine. Parce que, alors au début, au cours de la phase initiale, elle a permis de maintenir l'accès à la continuité de soins et d'avoir des services de santé réservés essentiellement pour les patients non Covid qui avaient des pathologies chroniques, il fallait les suivre et qui ne pouvaient pas se rendre aux hôpitaux pour pouvoir consulter. Au cours de la phase épidémique, la réaffectation du personnel au secteur Covid a perturbé l'activité des soins. Donc, ce qui fait que la téléconsultation a permis de fournir un dépistage et un triage avancé des patients, permettre aux personnels qui sont en quarantaine de continuer à travailler à distance et développer le déploiement de services de suivi à distance des patients a permis de mieux gérer la situation. Et également, il y avait une formation à distance des stagiaires internes. Là, c'est exemple de chambres de patients qui sont suivis à distance avec un procédé qui permet de pouvoir continuer à traiter ces malades sans être
amenés à être à côté. Au cours de la phase de récupération post-pandémique, la téléconsultation a permis de soulager le personnel de santé qui était épuisé juste après la pandémie Covid, de gérer un fort afflux de patients qui venaient à l'hôpital juste après la pandémie. Donc, il faudra que tous les pays, essentiellement les pays comme les pays à faibles ressources et moins ressources, pour pouvoir se doter de cet outil-là pour pouvoir faire face aux prochaines pandémies. Donc, ça demande une implémentation de ces solutions de télémédecine dans les structures sanitaires, d'équiper également le personnel médical, de voir tout ce qui est assurance, remboursement, etc., et d'assurer la continuité des soins par la téléconsultation. En conclusion, des futures maladies infectieuses vont apparaître par la suite et tout l'environnement actuellement disponible est en faveur du développement de nouvelles virus. Donc, il faudra se préparer. Donc, il faudra que pour le contrôle de la pandémie, il dépend d'une réponse rapide, efficace, coordonnée et soutenue au niveau local, national et international. Donc, la leçon à retenir, c'est donc, l'épidémie Covid a déclenché des processus d'apprentissage collectifs et partagés. Les leçons apprises par cette pandémie doivent être accompagnées de processus de restructuration pour permettre de combler les lacunes existantes et de se protéger à l'avenir. Des politiques égoïstes de pays qui n'ont pas pu laisser partager les vaccins disponibles aux autres pays ont permis de favoriser la transmission et c'est le cas par exemple de l'Inde qui avait développé un nouveau variant qui était le variant Delta, qui par la suite est refilé vers tout le monde et a entraîné de graves conséquences. Donc la leçon essentielle à retenir, c'est que tant que tous les pays ne seront pas protégés, aucun pays ne le sera. Je vous remercie. Merci cher ami pour cette excellente présentation. Moi je veux revenir sur les vaccins. Au tout début, il y avait des croyances qui sont devenues des dogmes en médecine. Beaucoup de savants disaient que les vaccins sont meilleurs que l'immunité naturelle. Il y avait 3 études, suisses, américains et israéliens, qui ont démontré le contraire. Et 2 ans après, cette notion ne circule pas ni entre médecins, ni dans les congrès. Pourquoi? Et merci. En fait, avec la Covid, on avait beaucoup de données contrastées et contradictoires à chaque fois. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un nouveau travail qui sort, il va contredire ce qui a été dit avant. On avait beaucoup d'informations à propos des vaccins. On se disait qu'on peut avoir des vaccins qui sont efficaces, qui vont permettre, avec des taux qui ont été affichés de 90-94% d'efficacité, mais au bout du compte, on s'est rendu compte que l'efficacité ne dépassait pas les 4 mois et qu'il ne faudra pas être moins optimiste par rapport à cela. Le problème également, c'était le fait qu'il y avait certaines méfiance aux vaccins, parce que c'est des vaccins qui ont été développés pendant une année, qui n'ont pas suivi la même cascade de vérification, et dans l'urgence, on était obligé de développer ces vaccins rapidement pour pouvoir apporter une solution à cette pandémie pour laquelle on n'avait rien pour la traiter. D'abord, je voulais faire un premier commentaire, c'est que je pense qu'il ne faut pas du tout se lancer dans la fabrication des vaccins. Ce sont des technologies très coûteuses et je pense qu'on n'a absolument pas de moyens de le faire parce que les sommes d'argent sont colossales et ce qui explique qu'on ne remet pas en cause actuellement le vaccin, on le maintient parce qu'il faut rembourser tout ce qu'on a dépensé. Maintenant, les leçons à tirer, je peux te dire ce que c'est que les leçons à tirer, c'est en fait ne pas se soumettre aux directives. Parce que la grande bêtise que nous avons faite, nous, les pays du Maghreb, les trois, pour ne parler que de nous-mêmes, c'est d'être soumis à des directives et nos commissions nationales qui ont été mises en place, au lieu de s'occuper de prendre leurs responsabilités, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont reproduit toutes les recommandations sur le dos des politiques. Donc on a suivi, si vous voulez, une stratégie politique au lieu d'avoir une stratégie sanitaire technique. Et c'est là, c'est les raisons pour lesquelles nous sommes arrivés à ça. Et je veux raconter une petite anecdote à la salle. La Tunisie a été l'un des pays qui a eu les 5 vaccins.
Donc on a eu des Chinois, le russe, moi j'ai fait le russe, on a eu Pfizer, on a eu Moderna, on a eu Johnson, on a eu AstraZeneca. J'avais demandé à un des responsables de l'Institut Pasteur, c'est l'occasion de faire un test d'efficacité, de faire une étude d'efficacité avec les effets secondaires. La réponse a été la suivante, et si c'est les Chinois qui arrivent en premier lieu, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y avait une pression de l'OMS, il y avait des pressions politiques qui ont complètement modifié nos attitudes sanitaires et on a perdu la stratégie de raisonnement sanitaire. Et je pense que c'est l'erreur à ne pas faire. La prochaine fois, il y a pandémie, c'est les médecins qui prennent leurs responsabilités, c'est plus les politiques qui prennent la part. Voilà mon avis. Oui, il y avait aussi le diktat de l'OMS également, de les suivre les recommandations de l'OMS. Et que par exemple, nous en Tunisie, à un certain moment, on a vu un peu les chiffres d'utilisation de l'ivermectine dans pas mal de pays, avec l'efficacité qui nous était rapportée. Sauf qu'on a fait tout fait pour pouvoir mener des essais localement, sauf que ça n'a pas été encouragé, on n'avait pas de médicaments et on était resté comme ça. Par rapport aux vaccinations, c'est-à-dire, la vaccination, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont participé aux essais cliniques. C'est-à-dire quand au début, ils avaient lancé des essais cliniques, les pays qui ont participé, tels que par exemple Dubaï, les Émirats, l'Arabie Saoudite ont participé. Et le fait de participer, ça leur permet de relater les effets secondaires des vaccins et de pouvoir bénéficier, d'être partenaire pour pouvoir être en première position pour avoir une dose de vaccin.